Et juste, tu peux nous dire où est-ce que nous sommes là? Juste devant le FNSEA. Vous sortez du FNSEA, vous? Ah non, vous... Ah. Si vous venez de la FNSEA, vous avez le droit de rouler sur la dame. Vous avez le droit de casser et vous êtes protégé par la police. Monsieur, et puis surtout, ce que j'ai envie de dire aux policiers qui sont ici, c'est qu'en fait, c'est dans leur intérêt aussi d'avoir une agriculture à peu près respectable. Déjà parce que eux font partie du service public. Et que là ils se mettent au service d'intérêts privés, donc ce qui est un peu paradoxal. La FNSEA, c'est... Enfin, j'ose pas appeler ça des agriculteurs, j'appelle plutôt ça des empoisonneurs, puisqu'ils revendiquent même d'aller au-delà aujourd'hui des restrictions européennes sur les pesticides par exemple. Donc c'est des gentleman farmers, c'est des exploitants enfin des exploitants dans tout le sens du terme, on pourrait dire plutôt des exploiteurs, puisqu'ils exploitent aussi leurs salariés agricoles, mais enfin, c'est surtout des gens qui veulent produire pour faire de l'argent et pas pour nourrir la planète. Ils n'ont rien de paysans, faut pas des Ils n'ont rien de paysans. On va pas les appeler paysans. Ah non, c'est pas des paysans. C'est des empoisonneurs et des tueurs de ragondins. C'est des gens qui se servent de la terre pour faire du profit à fond et sans aucune vergogne, sans soin de la santé des gens ni quoi que ce soit. Je veux dire, c'est les gens qui veulent nous tuer. Ils vont nous tuer. C'est un syndicat d'agriculteurs, de gros agriculteurs intensifs, très productivistes et paraît-il liés à l'extrême droite. Il paraît que leur boss est un sacré lascar. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que cette FNSEA reçoit tant de l'État que de la communauté européenne des fonds colossaux, alors que d'autres, je pense à la Confédération paysanne, qui font une agriculture de proximité, qui font une agriculture sur des parcelles tout à fait à échelle humaine, eux ne reçoivent quasiment rien. C'est un soutien aux zadistes puisqu'ils sont quand même encerclés, les pauvres, hein, donc ils n'ont aucun moyen de communication. Personne ne peut leur emmener du matériel, ni quoi que ce soit, du ravitaillement. Je veux dire, ils sont pris en otage. Depuis plusieurs mois maintenant, le harcèlement des pro-barrages à l'encontre des opposants se fait de plus en plus virulent et violent, avec des passages à tabac, des destructions des infrastructures des opposants, des intimidations aux abords de la zone d'occupation. Et en plus, ça a tué Rémi Fraisse. Ne serait-ce que pour ça, je serais venu. On se demande qu'est-ce que vous protégez en fait. Vous avez une réponse à apporter? La police est chargée de défendre les bandits, c'est un peu ça. Les agroalimentaires intensifs, la malbouffe, voilà ce qui est défendu par la police. C'est important parce que la FNSEA actuellement est en train de bloquer complètement les zadistes du Testet, en espérant qu'ils vont être découragés en attendant les recours, parce que le Conseil général du Tarn et la préfecture derrière n'ont qu'une hâte, c'est d'évacuer la zone pour pouvoir faire quand même un barrage. Il paraît aussi qu'il y a eu des mouvements sur les maires, un peu de pression par certains partis plutôt, comment dire, assez radicaux, voire très violents. Voilà. Et la FNSEA recourt à des méthodes brutales, c'est un faible mot. Donc on vient protester pour exprimer notre désaccord face à cette brutalité, face à ce passage en force, puisqu'il y a une opposition au barrage et ils ont voulu passer en force malgré tout. C'est super chaud là-bas parce que du coup il y a des milices qui sont quand même un petit peu, comment dire, protégées par les gardes mobiles et la police, la gendarmerie, tout le monde. Et du coup ils sont en train de faire une prise d'otage de la Métairie-Neuve, donc de la maison qui sert de refuge pour les opposants au barrage, sachant qu'il y a déjà eu un mort là-bas. Vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu peur. La FNSEA est une milice. La FNSEA est une milice. Donc je voudrais leur dire, la police est avec nous, vous êtes de notre côté, on a envie avec vous de vivre dans un monde meilleur, et les méchants, c'est pas nous, c'est eux. Sauf qu'a priori, ce qu'on m'a dit moi dans les lycées agricoles, c'est si tu fais pas partie de la FNSEA, déjà n'espère pas pouvoir t'installer en agriculture. La situation devient intenable, relève de l'état de siège. Les soutiens sont empêchés de pénétrer dans la zone. Les occupants peinent à se ravitailler. FNSEA, milice! FNSEA, milice! FNSEA, milice! FNSEA, milice! Il est où Xavier? Xavier!
Xavier, il est où? Je veux lui causer. Ah, ils mettent les casques. T'as pas de casque? Pas tapé, pas casque. Faites comme Jacques Chirac, fraudez le métro. Attendez, ils vont arriver, de toute façon, ils vont nous casser la gueule, c'est bon. Nous ne voulons pas de barrage à Sivens parce que nous nous opposons aux logiques agricoles productivistes, parce que nous n'oublierons pas que les gendarmes ont tué Rémi Fraisse, parce que nous n'acceptons pas que des milices brutales imposent leur vision opportuniste, parce que nous luttons contre les aménageurs et leurs mondes. Un rassemblement lundi 2 mars, ici même, au siège de la FNSEA, qui est aujourd'hui bien protégée par la police du capital, comme vous pouvez voir. Milice du capital, police nationale, milice du capital, FNSEA, milice du capital, police nationale, milice du capital, police nationale. FNSEA protège l'État, l'intérêt du grand capital. Et puis faire des barrades comme ça, moi mon copain clown là-bas, le petit scarabée, eh ben, il dit lui c'est des zones d'évaporation rapide. Alors c'est quand même embêtant les zones d'évaporation rapide. On est à l'Assemblée nationale. Voilà, pour faire une manifestation pour le DAL. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple et donc c'est eux qui ont voté la loi et c'est eux qui sont aussi en charge de veiller à ce que cette loi soit effectivement appliquée. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de personnes qui sont reconnues à la fois comme prioritaires pour ce droit au logement opposable et qui n'ont pas de logement. C'est le 8e anniversaire de la loi Dallot qui est quand même appliquée, qui n'est appliquée que partiellement. En France, on applique les lois à moitié quand il s'agit de soutenir un peu les classes populaires. Les maires se renvoient les pauvres de commune en commune. Au fond, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où on a filé du pouvoir aux maires en matière d'attribution HLM ou de construction de logements sociaux, on s'est mis dans la merde, tout simplement. La loi les force maintenant à faire 25% de logements sociaux. Il y a des mairies qui en sont très très loin. Je suis prioritaire d'Allo, mais il n'y a rien qui s'ouvre. Hein, voilà. Il n'y a rien du tout, de toute façon. Les promesses non tenues et les dallos dans la rue. Voilà, monsieur. Moi aussi, je suis prioritaire d'Allo. Et puis on attend toujours. Et ça bouge pas. Ça bouge et on est pas. en colère. Et vous êtes en colère. Et on est en colère. Parce que toutes les familles sont là, c'est pour une bonne cause. C'est pour qu'ils ont tous les dallos, ils ont des enfants, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de logement. Il y a des promesses, mais non tenues. Après des années de droit au logement opposable, on en est pratiquement toujours au même point, même plutôt pire. On attend une politique du logement qui permette aux gens qui n'ont pas beaucoup de revenus de pouvoir être logés décemment. Vous n'avez pas froid? Non. Vous êtes réchauffé? Oui. Tout va bien alors, tout va bien. Bienvenue ici, on est content que vous soyez là. C'est un rendez-vous. Certains étaient déjà le 5 mars l'année dernière rassemblés devant un autre haut lieu de la République, en l'occurrence le Conseil d'État. L'année dernière on fêtait les 7 ans et forcément aujourd'hui on fête quoi? Les 8 ans. Les 8 ans, bravo, je vois qu'il y en a qui suivent, c'est bien passé. On en est où? 8 ans après le vote de la loi Dallot. Ben, c'est pas la gloire. C'est pas la gloire. Christophe vous présentera des chiffres tout à l'heure. Mais la situation exige qu'on continue de se mobiliser. Fin mars, c'est la fin de la trêve des expulsions locatives. Cette fameuse trêve dont nous demandons au gouvernement de la mettre à profit pour faire de la prévention, pour aller au-devant des ménages qui sont en situation d'impayés, pour aller les rencontrer, pour ouvrir des droits, parce que peut-être tous les droits n'ont pas été ouverts, pour leur apporter une aide financière, et puis s'ils ne peuvent pas s'en sortir dans ce logement, pour les aider à retrouver un autre logement. Mais encore une fois, comme chaque année, on attend le 31 mars et on verra bien ce qui se passera. Mais on sait ce qui va se passer, on sait très bien ce qui va se passer. Il y a eu 130 000 résiliations de bail pour impayés de loyer, donc des décisions de justice en 2013. Il y a eu 40 000 expulsions locatives ces dernières années. Chaque année, on sait très bien que s'il n'y a pas un message fort du gouvernement maintenant pour dire tout doit être fait pour éviter les expulsions locatives, on continuera comme les années passées. Donc on en appelle, nous les associations, avec vous, solennellement au gouvernement pour adresser un message immédiat sur la nécessité d'éviter à tout prix les expulsions locatives.
Merci de votre attention. C'est que s'il n'y a pas une mobilisation sociale, s'il n'y a pas une mobilisation des prioritaires d'Allo, d'abord, on va vous féliciter d'être là, d'être venu aujourd'hui, il ne se passera rien. Je suis dans un logement de transition depuis 3 ans avec mes 2 enfants. Normalement, c'est un logement limité à 18 mois. Ça veut dire que je bloque la place pour d'autres personnes qui sont dans le besoin d'être dépannées. Je témoigne aujourd'hui devant les sénateurs et les députés pour que toutes ces personnes reconnues d'Allo soient relogées et que la loi d'Allo, c'est possible de l'appliquer. Oui, bonjour. Le DALO, c'est pas un critère de revenu, c'est pas un critère de difficulté sociale, c'est un droit. C'est pas là-dessus qu'on doit sélectionner les gens pour leur faire attribuer un logement social. On doit seulement leur attribuer un logement social. Point à la ligne. Et c'est là où ces élus, vraiment, ils sont peut-être de bonne foi, mais ils se trompent de combat, ils se trompent de cible. Le combat et la cible, c'est pas de limiter l'accès des DALO au relogement. Le combat, c'est de traiter ces maires délinquants qui ne construisent pas de logements sociaux dans leur commune. C'est de lutter contre les stratégies d'évitement de tous ces maires qui refusent de loger des populations les plus pauvres. Je veux dire, ils sont là, c'est là la cible. Et c'est là le combat à mener. Et absolument pas contre les DALO. Et c'est vraiment le sens de la motion qu'on a adoptée ce matin. Voilà, je vous remercie. De nombreux maires aujourd'hui développent des stratégies d'évitement absolument d'une créativité glaçante pour ne pas réaliser de logement social et pour ne pas accueillir des personnes à faible revenu. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ça se fait au détriment de ceux qui ont joué le jeu et de ceux qui ont construit du logement social. Je préfère qu'effectivement que les amendes soient payées plutôt que d'accueillir soi-disant des pauvres. Mais c'est pas forcément des pauvres qui viendront par le biais de la loi DALO. Donc c'est une connerie, c'est une aberration. Non, quand il y a des commissions pour décider à qui va être attribué tel ou tel logement, bien souvent ceux qui sont reconnus prioritaires DALO ne sont pas choisis parmi ceux qui ont été sélectionnés parce qu'on se dit qu'ils n'auront pas les moyens de se maintenir dans le logement. Les DALO, c'est les mêmes mal logés que les autres, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde qui a eu un jour un problème, qui a perdu son emploi, qui a eu une séparation, qui a perdu son emploi, qui s'est retrouvé du jour au lendemain en galère. Ce n'est pas une sous-catégorie de mal logés. Aujourd'hui, la moitié des DALO gagnent beaucoup plus que le salaire minimum. Ils travaillent, qu'on arrête de dire que les DALO sont comme ça, une sous-catégorie ultra stigmatisée. Je veux dire, on a l'impression que c'est devenu la classe dangereuse, les DALO. Non, le DALO, c'est un droit et ça doit donner la possibilité d'accéder à un logement. C'est DALO. Moi d'ailleurs, je pourrais être reconnu prioritaire DALO. C'est pas du tout une catégorie sociale. On a entouré le bonnet de le DALO, il faut l'appliquer, hein, vous voyez, donc c'est clair. Voilà, et le geste symbolique qu'on veut faire aujourd'hui, c'est assigner l'État, assigner les parlementaires et assigner les élus. On va dire 1, 2, 3, voilà l'assignation. Assignation. 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 Bonjour monsieur, notamment nous sommes venus au hôtel de ville. Nous sommes les jeunes lycéens sans abri. Un bouclier incartable, même dans la cour de récré. Pas de répit pour les intouchables, on peut y entendre Mamadou dire. Espèce de gros clodo, sale bolo, sale blédard. Bande de petits connards, enfants d'immigrés, ayant trop vite intégré le modèle d'une France totalement dénuée d'hospitalité. Mais on continue à être présent pour défendre tous les mineurs étrangers et les jeunes majeurs qui sont encore à la rue et où les questions se reposent chaque jour de savoir ce qui va se passer. Surtout que là, il va y avoir la fin de la trêve hivernale et donc où va-t-on les retrouver? Nous sommes mineurs. En fait, on va venir pour manifester parce qu'il y a des tests qu'ils ont menti parce qu'ils ont dit que nous ne sommes pas des mineurs, vraiment. C'est des mineurs isolés, donc en danger, et l'aide sociale à l'enfance refuse de les prendre en charge, donc ce sont des mineurs. Voilà. Oui, je vois le jeune, mon élève qui est dans la rue, il a changé et je vois que il
il se dégrade physiquement, intellectuellement, etc. Alors que c'est un jeune plein d'énergie qui a envie de travailler. On essaye de ne pas reconnaître leur minorité. Alors, ça vient souvent de la justice, ça peut venir des fois des dispositifs d'accueil des départements. Et dans les deux cas, c'est problématique parce qu'on se retrouve avec des gamins qui sont mineurs et qui sont à la rue. Ils devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, comme tout mineur en danger. Après le test osseux, on leur dit qu'ils sont majeurs. Donc du coup, personne ne s'occupe d'eux puisque c'était majeur et puis c'est tout. Malheureusement, les tests osseux, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible puisque c'est pas du tout juste. Question ces tests osseux, d'abord ils n'ont aucune validité scientifique. Et ça a été démontré, ça a été rappelé, c'est très intéressant. Moi j'ai vu le défenseur des droits qui a traité ces tests osseux d'idiotie, il les a qualifiés d'idiotie. Les tests sont d'un. Il te dit, mon quartier. Le test osseux, le problème c'est que c'est un vrai examen médical qui n'a jamais été prévu pour ça. C'est un test qui est prévu pour s'occuper des jeunes qui ont des problèmes de croissance, pour savoir s'ils sont près de la fin de leur croissance ou pas. C'est-à-dire pour des jeunes qui sont ou trop grands ou trop petits d'après les normes. C'est fait que pour ça. On prend le problème à l'envers pour dire voilà leur âge suivant le test osseux, alors que ça ne sert absolument pas à ça. À ceux qui laissent les jeunes dormir dehors, le peuple répond. Puis d'autre part, la loi française est claire. L'article 47 du Code civil dit que les papiers faits dans un autre pays doivent être reconnus par la France, même s'ils ne sont pas édités de la même manière qu'en France. S'ils étaient français, européens, blancs, etc., on ne leur mesurerait pas les os pour mettre en doute des papiers légaux qu'ils présentent. Il n'y a aucune raison de remettre en doute les papiers présentés par des enfants sous prétexte que ce sont pas qui sont pas nés en Europe. Arrêt des expulsions, régularisation. J'ai juste envie de dire que de mon point de vue, le plus grand délinquant en France, c'est l'État français. Parce qu'à partir du moment où on émet une loi, et il y a une loi concernant les mineurs à la rue, le minimum qu'on puisse faire, c'est de la respecter. Alors il ne fallait pas la sortir, cette loi. Elle est sortie, donc au gouvernement de faire les enquêtes pour savoir si l'enfant est mineur ou non mineur. Mais la loi dit qu'il y a 5 jours pour faire cette enquête et pendant ces 5 jours, il y a une mise à l'abri. Donc, application de la loi dans toute sa splendeur. Point barre. Je suis enseignante dans un lycée, au lycée Nicolas-Louis Vauquelin, et que j'ai dans ma classe plusieurs lycéens qui ont été mis à la rue du jour au lendemain, donc à cause de résultats de tests osseux. Moi, je demande qu'on annule les tests osseux pour déterminer une majorité. Que les mineurs soient pris en charge tout simplement, surtout quand ils ont des papiers authentifiés, que sur la base d'entretiens qui sont vraiment pas fiables, on ne les rejette pas sur cette base-là, et encore moins sur la base de tests osseux dont l'Académie de médecine dit, et n'importe qui est capable de le voir aussi, qu'ils ne sont pas fiables. Évidemment que tous les mineurs soient pris en charge, mais hébergement, nourriture, référent scolaire, référent pour la santé, enfin, vraiment une vraie prise en charge. Que les jeunes qui sont scolarisés, qui sont devenus majeurs, bénéficient d'un contrat jeune majeur jusqu'à ce qu'ils aient un niveau qui leur permette ou d'aller sur la vie active ou de continuer en apprentissage. On doit protéger les mineurs et que on doit légalement protéger les mineurs et que quand on fait chier les jeunes à leur dire qu'il faut qu'ils adhèrent aux valeurs de la République, le minimum c'est de montrer l'exemple et que donc quand on est la maire de Paris, on applique les lois. Aussi qu'ils puissent obtenir des papiers, comme disait le jeune tout à l'heure, de l'argent a été investi pour leur formation. Ils sont prêts à travailler, ils sont très volontaires, ils sont très appréciés de leurs employeurs, donc ça serait bien qu'ils puissent s'insérer et ne pas... Nous aussi, les professeurs, on s'est beaucoup investis, on aimerait qu'ils puissent mener leur projet à terme, quoi. Je trouve que c'est invraisemblable qu'on laisse les gamins à la rue, c'est... Comment un pays comme ça, qui en a les moyens, ne loge-t-il pas ces jeunes? Enfin, c'est invraisemblable. Moi, les gens qui sont ici, ils ont le droit de vivre comme tout le monde et pour moi, il n'y a aucun problème. On est toujours dans un modèle où l'étranger est suspect.
Mademoiselle, si vous pouviez vous rendre invisible 1 heure dans la journée, qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je braquerais 2-3 banques. Aucune idée. Pas d'idée. Mademoiselle, si vous pouviez vous rendre invisible pendant 1 heure, qu'est-ce que vous feriez? 1 heure? Ouais, pendant 1 heure, c'est bon. Laissez-moi réfléchir. J'irai chez les gens, regarder ce qui se passe et tout. J'irai voir ce que les garçons disent sur les filles. J'écouterai ce que les gens disent sans qu'on me voit. M'en faire la petite souris en étant invisible. Tous les gens que je connais, c'est encore plus intéressant. Bon. On a 1 heure seulement, je crois que je serai dans le ciel en train de voler. Et tout l'interdit qui disparaît, puis on est au-dessus des autres, c'est le rêve ça. Voler peut-être. T'envoler? Ouais. Pour le plaisir, tout à fait. Aller dans des lieux interdits, peut-être à l'Elysée. Je rentrerai à l'Elysée, je mettrai des pétards. Si tu pouvais te rendre invisible pendant 1 heure dans la journée, tu ferais quoi? Je prendrais quelque chose dans les magasins, sans payer, parce que des fois c'est trop cher. Invisible? Invisible total, personne ne sait où vous êtes. Je volerais. Ouais. Sans qu'on me voit. Ça m'amuserait, voilà. Je me promènerai à poil sur le marché. Je marcherai au milieu. Sans qu'on te voit. Voilà. Nous souhaitons souligner par notre présence en ce 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, notre implication et notre soutien à toutes les femmes, avec ou sans papier, blanches ou racialisées, cheveux au vent ou voilées, travailleuses du sexe, trans, migrantes, malades ou en pleine santé, de toutes les femmes. Je défends un corps, le corps des prostituées et le corps des escortes. J'ai des copines qui sont femmes, elles habitent à Mexico, elles sont restées 2 ans là-bas et on leur a donné le statut de femme. En Argentine, on leur donne automatiquement, nous on l'a pas juste. On n'a pas besoin de se faire opérer pour être femme. On peut garder son sexe. C'est de très belles femmes, les chimelles avec leur sexe d'homme. Il s'agit de réclamer et d'exiger immédiatement le droit de chaque femme de s'autodéterminer. Je m'appelle Tina Madonia, Madonia avec Y, c'est la femme de Belleville. Après Edith Piaf, c'est moi, l'artiste. Ah, si toutes les femmes étaient riches, la 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 la, tout le monde de langouste des pois chiches. Ah, si toutes les femmes étaient riches, oui, si elles étaient riches, la 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 la, tout le monde de l'or et diamant. Ah, si toutes les femmes étaient riches. L'argent, la drogue, ils tentaient les hommes. Les trafics des armes, ils tentaient les hommes. Hollande, Obama, Poutine, saison des hommes. Dalida, Madonna, Tina, Whitney Houston. Si toutes les femmes étaient riches, atika tika tika. Atika tika tika. Aïe aïe aïe. Atika tika tika. Aïe aïe aïe. Toutes les femmes, même les hommes femmes. Tout le monde ensemble. Parce que s'il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas d'hommes sur la terre. Liberté aux femmes. Parce que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas rien sur la terre. Le succès de cette manifestation est la victoire symbolique de notre diversité. D'ailleurs, nous sommes au moins 3 millions selon les organisatrices et 500 000 selon la police, comme d'habitude. Oh mère, arrête de transmettre cette tradition. Toi, la gardienne de prison, te sentir mieux que rien semble te faire du bien. Tu as accepté l'ennui, tu le transmets à autrui et à tes filles aussi. Les maisons d'arrêt, tu les as toutes connues. Une prison par statut. Ta mère l'a prescrit et c'est le sexe qui l'a écrit. Certains se félicitent de défendre la liberté d'expression des hommes blancs hétérosexuels. Un contexte où l'on se vautre dans une union nationale dont on veut nous faire croire que c'est un mouvement social. Nous avons besoin de ce féminisme-là, de notre féminisme. Un féminisme inclusif, un féminisme festif, un féminisme qui porte les désirs et les besoins de chacune. Pour résumer, on veut des droits et du respect pour les putes, les trans, les grooms, les meufs voilées, les meufs des quartiers, les meufs racisées. Vous avez préféré vous manifester à cette manifestation-là plutôt qu'à la grande manifestation, celle du 8 mars de la journée de la femme? J'avais envie d'être là, tout simplement. Dans l'autre marche qui est à la République, c'est ça, il y a des personnes du gouvernement qui manifestent. S'ils manifestent, ça veut dire qu'ils luttent pour l'égalité des droits femmes-hommes. Or, je trouve qu'ils, peut-être qu'ils le font un peu, mais c'est pas la chose qui les préoccupe tellement. En fait, nous, on aimerait bien qu'il n'y ait qu'une seule manifestation, mais les autres féministes, elles veulent pas de nous. Il y a plein de manifs, on s'est fait jeter physiquement, donc je pense que c'est assez clair comme message, en fait. Donc voilà. Après, dans les mots d'ordre, on voit bien aussi
voilà, il y a des revendications qui cherchent à discriminer certaines catégories de femmes. On ne manifeste pas ensemble, effectivement, parce que peut-être il y a une divergence sur certains points, comme ça peut être le travail du sexe. Donc c'est un sujet qui fait clivage et qui est complexe et qui est difficile à aborder. Ah non, c'est impossible, elles sont abolitionnistes et pro-pénalisation des clients, donc non. On n'a pas les mêmes valeurs. En l'occurrence, là, c'est pas les institutionnels qui parlent pour les femmes, voilà. Je suis ici pour l'inclusivité, pour l'intersectionnalité et pour le féminisme pour toutes et le 8 mars pour toutes. La réalité, moi que j'ai été travailleuse du sexe pendant 20 ans, je connais bien la réalité et je fais un appel pour ne pas faire des amalgames et surtout de respecter la parole des personnes qui ont une expérience par rapport à ces questions-là, que leur but idéaliste, peut-être pour beaucoup de gens qui vont l'entendre, vont s'aligner à leur discours, mais il faut faire attention parce que ceci peut tuer les droits des femmes prostituées, des femmes qui s'autodéterminent aussi elles-mêmes. L'Union nationale nauséabonde légitime le racisme d'État et l'islamophobie. Dans ce contexte, il nous semble plus qu'illusoire de s'en remettre à l'État. En effet, pour lui, la défense des droits des femmes est synonyme de politique répressive et d'exclusion. Cette année, plus que jamais, nous voulons inonder les rues de notre soif d'égalité pour confronter ce système de discrimination. Je suis mère de famille, je suis étudiante en 3e année en sciences politiques. Et récemment, la ministre des droits des femmes a dit publiquement qu'elle voulait interdire le port du voile à la fac. Alors je l'ai pris au pied de la lettre et je me suis rendue ce matin même au palais de l'Élysée parce que cette femme, avec M. François Hollande, avait convié 100 femmes françaises de tout le territoire pour célébrer les droits des femmes et l'émancipation de ces femmes-là. Et j'ai trouvé ça scandaleux que la maîtresse de cérémonie soit celle qui prive d'autres femmes de leur liberté, de leurs droits. Le seul droit que j'exige aujourd'hui, c'est que je puisse me vêtir de la manière que je veux, que je puisse croire à ce que je veux, que je puisse avoir la vie dont je veux et que je m'émancipe à ma manière. Et que ma féminité, je la vois et je la conçois et je la construis à ma manière et non pas à sa manière. Je trouve que soyons toutes et tous unis, c'est le plus important. Et bonne manifestation, merci. Nous, africaines, afrodescendantes, afroféministes, sommes là aujourd'hui pour être visibles et donner de la voix à nos expériences. En ce 8 mars 2015, journée de lutte, nous voulons rendre compte des réalités qui nous concernent. Cette société hétéro-blanc-triarcale ne nous fait pas de cadeaux. Nos corps sont discutés, violentés, exhibés. Mais nos corps ne sont jamais écoutés. Donc moi, j'avais des objectifs, je les ai atteints avec le travail du sexe. Aujourd'hui, je peux dire tranquillement, je ne renie pas mon passé, je ne le revendique pas et je ne veux pas que les nouvelles générations deviennent des prostituées parce que la vérité, c'est que personne ne veut une société où les gens doivent aller à faire des choses, on va dire comme des sous-citoyens pour vivre dans cette société et avoir une place dans la société. Mais quand un travail comme le métier du sexe permet à certaines populations comme la nôtre, les personnes trans, de résister à l'exclusion sociale, à le non-respect des droits humains des personnes trans, on peut tout simplement applaudir le travail du sexe. Nous avons toute notre légitimité. Nous pouvons nous organiser et d'ailleurs, nous sommes organisés. Nous sommes déterminés. Nous nous multiplions. Nous envahissons le monde. Nous sommes prêtes. Nous sommes brunes. Nous ne tremblons pas. Nous vous terrorisons. La lutte continue et que la fête commence. Hey man, si tu frappes une femme, regarde qu'un jour elle te défonce le crâne. Hey man, si tu frappes une femme, regarde qu'un jour elle te défonce le crâne. On gagnera parce que de toute façon, avec la loi sur le racolage, on a vu les dégâts que ceci a provoqué. Donc si aujourd'hui il met en place une nouvelle loi pour pénaliser les clients, on verra les dégâts plus tard. Malheureusement, il y aura des victimes et ces victimes, il faut les protéger et nous, on combat pour les protéger et on est ici pour ça aussi.
Stop l'évasion fiscale. 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 C'est légal, vous voyez, c'est légal. Hein, il y en a qui disent c'est immoral. Mais alors la moralité, où ça commence, où ça finit, comment ça se mesure, comment ça coûte, tout ça. Non, bon, c'est pas sérieux. Il faut quand même comprendre que ce dont il s'agit, c'est d'optimisation fiscale. Arrêtez de traiter les banques de tricheurs et de voleurs. Ils ne font qu'optimiser. C'est pas du vol, hein. Nous sommes des gens tout à fait respectueux de la légalité. Oui, mais l'optimisation fiscale, c'est un joli mot pour parler de fraude fiscale. BNP, parce que ce sont les plus importants fraudeurs actuellement au niveau des banques. Ils ont des petites sociétés dans des paradis fiscaux qui nous embêtent beaucoup parce qu'ils enlèvent de l'argent à l'État français. Nous avons tellement de pognon que nous ne savons pas quoi en faire, alors nous en fabriquons des bulles. Et la prochaine qui va nous péter à la gueule, je vous raconte pas. Je leur reproche aussi de soutenir des projets d'extraction de charbon en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans des projets qui vont à l'encontre de l'environnement. Donc il faut absolument dénoncer les banques qui investissent dans des projets qui sont climaticides. Il y a la BNP, il y a la Société Générale. Il y a un certain nombre, sauf les banques coopératives. Ce qu'on peut reprocher à toutes les grandes banques, Société Générale, Crédit Lyonnais, etc., c'est l'évasion fiscale et la BNP en particulier parce que c'est elle qui a le plus de filiales à l'étranger. Je crois qu'à peu près autour de 200 filiales. Nous, on a choisi la BNP parce que justement les Caïmans c'est bien et moi j'aimerais bien aller aux Caïmans. C'est tout, hein, mais autrement on peut aller ailleurs, hein, c'est pareil. Non, c'est faire la finance, c'est pour les gens qui savent faire la finance. C'est un travail de spécialiste, la finance. C'est légal. Le problème, justement, c'est que l'optimisation est légale. Il faudrait que ça ne le soit plus. Donc, effectivement, c'est de l'argent qui sort, qui est pris sur les citoyens et qui sert à des opérations à l'étranger, des opérations de spéculation, et qui ne sert pas à être investi dans l'économie réelle. Je ne comprends pas pourquoi on nous cherche des misères, enfin tous ces trublions là, vous voyez, cette chienlit, qu'est-ce que c'est que ça Tout ce qui sort du budget de l'État et qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, c'est au final nous, tous, simples citoyens, qui devons le payer. Donc là, 60 à 80 milliards d'euros, ça représente à peu près tous les impôts sur le revenu. Disons que c'est assez indignant quand même, hein. Je dirais que tout le système économique est en état de thrombose. C'est-à-dire si l'argent c'était du sang, elle serait coagulée sur un certain nombre d'organes et le reste de la société n'en profite pas. Et ce qu'on a besoin, c'est que l'argent circule partout. Évidemment. Voilà. Et l'optimisation, le remboursement, je veux dire, ça n'a jamais arrêté les plans d'austérité. Exactement. Exemple, la Grèce. Il faut savoir que la France, c'est un des pays d'Europe dans lesquels il y a le moins de prêts accordés aux PME. Donc c'est de l'argent qui va servir à la spéculation, qui va servir à la finance et qui n'est pas réinjecté dans l'économie réelle. Alors j'ai deux choses à demander. Déjà, qu'on sépare les banques de dépôt des banques de spéculation. Si tout le monde comprenait qu'on y avait tous intérêt, on commence par là. D'ailleurs, il me semble qu'Hollande en avait parlé. Ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, je suis là parce que j'espère qu'ils vont me reconnaître et qu'ils vont m'envoyer un billet de séjour au Caïman parce que moi, je connais pas, je voyage pas beaucoup, puis j'ai pas les moyens. Alors, s'ils veulent bien m'offrir un petit billet pour le tourisme, je veux bien y aller au Caïman. Ce matin, on a mené une première action, on a procédé à une réquisition citoyenne des matériels de BNP Paribas à l'agence de Voltaire, puisque depuis plus d'un an, BNP Paribas ne répond pas à notre demande de sortir des îles Caïmans. Donc vu qu'ils ne souhaitent pas sortir des îles Caïmans et qu'ils continuent à faire de l'évasion fiscale, nous on a décidé de réquisitionner leur matériel. Donc on a réquisitionné 5 fauteuils pour améliorer notre assise dans la lutte contre l'évasion fiscale. Et on s'est évidemment engagé à les rendre quand ils fermeront leur filiale dans les îles Caïmans. Oh bah ça s'est très bien passé, on a pris les tabourets, les fauteuils et on est parti, c'était pas plus compliqué que ça. C'est pour dire quoi, on vous rend les fauteuils quand vous nous rendez l'argent un peu en quelque sorte? À peu près, oui, c'est un chantage, on va dire ça comme ça. Cette histoire de chaise va certainement en conduire quelques-uns au barreau. Hein. Mais avant on va ouvrir un dossier quand même. Hein. J'espère qu'ils ne seront pas mis sur la paille. Non, les pauvres. Jusqu'à présent, on était uniquement coupables de recel de vol aggravé en Réunion et maintenant, nous sommes également coupables de vol aggravé en Réunion, à condition que BNP souhaite porter plainte, ce dont je ne suis pas totalement convaincu parce que je ne suis pas sûr qu'ils seraient d'accord pour avoir un débat public avec nous sur la question de la fraude et de l'évasion fiscale. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite. Merci pour la présence.
Est-ce qu'il y a des tics langagiers qui vous énervent chez les autres? Oui, plein. Les défauts de prononciation, par exemple. Voilà, quand on dit hôte au lieu de haute, ça m'énerve. Le langage courant des jeunes, wesh, trop d'art, c'est chelou. Ma cousin, ça va? Ouais, voilà quoi. Ouais, voilà quoi. Ouais. Non, ça me dérange pas parce que je peux aussi en pratiquer, ouais. Peut-être et tout. Et tout. Ça serait quoi le tien en fait? Bref, je trouve ça très impoli. Bref, laisse-moi tranquille. Ouais. Ce qu'il n'y a pas dit, mais c'est ce que ça veut dire. Et ça serait quoi, toi, ton mot que tu répètes tout le temps qui est un peu relou à toi? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, chacun a ses tics, hein, puis je veux pas non plus. Voilà. C'est quoi le vôtre? Mon tic? C'est difficile de le trouver soi-même. Hein. Voilà, il faudrait poser une question à quelqu'un qui m'est proche. Voilà, exactement. Peut-être que le vôtre, ça serait voilà. Voilà, exactement. Moi, c'est par exemple, une personne qui vient, qui me parle et qui me fait ouais, donc alors ça me fait vraiment bip. Tu vois. T'as vu. Je vois plus rien, j'ai jamais rien vu, je verrai jamais rien, je pense. C'est quoi ton tic à toi alors? Moi, c'est plus ça quoi. Tout ça quoi. Ça. On va au grec là, voilà. Wesh, on va taper un foot. Wesh, c'est comment? Ça c'est vraiment chiant. Et tout, oui. Toi, t'en aurais un mot comme ça que tu utilises un peu à tout. Comme, c'est comme. Je dis tout le temps comme dans les phrases. C'est comme, j'ai fait ça, et à ce moment-là, c'est comme je lui ai dit, et pas du tout comme en comparaison. Frérot. Les gens qui disent comment tout le temps, ouais. Ça m'énerve parfois. Est-ce qu'il y a des mots qui vous énervent comme ça chez les gens qui reviennent souvent? À la base. À la base. À la base, au final. Puis bon, les abréviations de mots aussi. Tu vois ce que je veux dire? En tapant sur l'épaule. Ah, quelle horreur. Quelque chose qui se répète, ça m'énerve, oui. C'est toujours, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Il y a maintenant 4 ans, un des pires accidents nucléaires jamais survenus a frappé le Japon. Loin d'appartenir au passé, la catastrophe de Fukushima ne fait que commencer. Ce qui démontre le caractère ingérable d'un accident nucléaire. Ce soir, il y a une célébration, 4 ans après Fukushima. Tout le monde oublie, sauf quelques poilus, tordus, gentils. C'est comme dans beaucoup de regroupements, de toute façon, on a toujours beaucoup de mal à mobiliser les gens, hein, c'est sûr. Puis les gens sortent de leur travail maintenant, ils ont d'autres préoccupations. Enfin, voilà, il y a le quotidien qui passe par-dessus tout ça, et c'est dommage, mais bon. Mais je pense pas que les gens aient oublié Fukushima, non. Non, quand même pas. En solidarité avec le peuple japonais, et pour éviter qu'un tel drame se produise demain en France, informons-nous et mobilisons-nous. Parce que c'est dramatique que 4 ans après la catastrophe de Fukushima, rien ne soit résolu. Il y a environ 40 ans de démantèlement. C'est gravissime, les sacs de déchets s'accumulent partout, on gratte la terre et tout. Il y a des gamins qui finissent par avoir au niveau de la thyroïde des problèmes. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument arrêter, cette histoire du nucléaire, mais totalement. Il faut arrêter ça, voilà. Il faut sortir du nucléaire. Et moi je voudrais lancer une alerte parce que le gouvernement a fait beaucoup de promesses, comme sur plein d'autres sujets. Mais quand j'entends Madame Royal expliquer qu'on fermera Fessenheim quand Flamanville ouvrira, quand on sait que Flamanville, donc c'est le même EPR que celui de Finlande, qui a des années et des années de retard et qui est en train de faire couler Areva, ça veut dire que de fait ils sont partis sur l'idée que Fessenheim ne fermerait pas. Elle n'a pas fini, c'est du japonais, vous ne saviez pas, vous ne parlez pas japonais. Nous avons aujourd'hui une population autour de Fukushima qui souffre en silence, qui compte ses blessés, qui prend des risques énormes. Il y a actuellement 6000 travailleurs sur le site pour continuer à limiter les dégâts.
Il y a tout le temps de l'eau contaminée, radioactive qui s'échappe dans le Pacifique. Nous avons des enfants, de plus en plus d'enfants qui sont malades et nous avons des familles qui sont délocalisées mais qui ne peuvent pas revenir et qui ont des problèmes d'argent parce qu'elles ont perdu leur boulot, elles ont perdu leur ferme, elles ont perdu toute leur activité d'avant. On sait bien qu'il y a plein de choses qui fuient à l'heure actuelle et qu'on ne dit pas toute la vérité de toute façon. Si vous grattez un peu, tout le système nucléaire ne fonctionne qu'avec la désinformation, avec de la propagande, avec le refus d'entendre les oppositions. Parce que si vraiment, comme je dis toujours aux pro-nucléaires, si vous étiez tellement tranquille par rapport à votre industrie, vous nous laisseriez nous exprimer en toute tranquillité. Vous laisseriez la discussion se passer sur la place publique. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours tout pour écraser, pour empêcher notre expression? C'est qu'il y a un problème, non? Et je pense qu'effectivement, tout ne nous est pas dit non plus par les médias. Je crois que c'est ça. Oui. Je sais qu'en France, c'est difficile de mobiliser sur le sujet, plus que dans d'autres pays, le Royaume-Uni ou l'Allemagne ou le Japon même d'ailleurs. Au Japon, il y a 25 000 personnes qui ont manifesté il y a quelques jours. En France, il y a une sorte de consensus autour du nucléaire. On l'oublie, comme à Tchernobyl. Il faut dire que le nucléaire n'a pas de conséquences. Donc le lobby nucléaire essaie de dire mais le nucléaire c'est soi-disant bon pour le climat. Ce qui est, C'est ce qu'ils disent, ouais. Après, ça laisse d'autres saloperies. D'abord les déchets dont on ne sait pas quoi faire et on ne le saura pas dans 10 000 ans peut-être. Au Japon aussi un peu comme en France. C'est un peu comme en France, on dit rien. Oui. Peut-être beaucoup de Japonais veulent oublier. On voit au Japon qu'ils veulent recommencer avec le nucléaire, on voit qu'en France ils ne veulent pas en sortir, donc c'est au peuple de se mobiliser pour exiger cette sortie avant qu'il ne soit trop tard et qu'on ait un nouvel accident quelque part dans le monde. Vous savez qu'au Japon justement, tous les lanceurs d'alerte et tout ça maintenant sont poursuivis parce que le nucléaire ne va pas sans fascisme. Ça, il faut le savoir, la liberté d'expression ne va pas de pair avec le nucléaire. Quand il y a eu Charlie, les gens sont capables de venir avec des milliers de gens. Mais moi, je le disais, s'il y a un truc important, il y en avait pour Charlie, mais il n'y a pas pour le nucléaire. Mais c'est la population me dégoûte. Moi, je suis toujours présent, je suis résistant aux radiations. Donc, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. J'habite d'ailleurs dans une centrale nucléaire. Tous les matins, je nage dans la piscine du réacteur. Et vous voyez, je suis en pleine forme, donc vraiment aucun souci. Ah bah c'est parfait le nucléaire, il n'y a que ça d'idéal. Les gens sont tous enthousiastes. Les gens sont, regardez lui, il est content, regarde, il sourit parce qu'il a l'idée d'avoir une centrale nucléaire. Ah ouais, il a une centrale nucléaire sur la tête. 56% de la dette grecque est illégitime. Et en France, c'est la même chose. Ce qui fait que la solidarité avec les Grecs, c'est absolument indispensable pour les Grecs, mais pour nous aussi. La finance mène le monde de plus en plus et qu'on doit être solidaire avec la Grèce actuellement. Nous allons devoir aujourd'hui défendre contre des trublions le mur de l'austérité. Ils doivent de toute façon payer leurs dettes, que ce soit des dettes d'État ou des dettes privées. Ils paieront leurs dettes. Qui paye ses dettes s'enrichit. Je pense que nous pourrions en faire un slogan. Qui paye ses dettes s'enrichit. Voilà, on va dire. Et en fait, ça revient à renforcer les plus puissants sur le dos des plus pauvres. Et l'exemple grec est là pour nous le montrer. Donc on est là, on défend la Grèce, on défend la France, on défend tous les peuples qui sont victimes de la mainmise des pays sous l'effet des banques. Mais bien sûr, je suis pour l'annulation de la dette. Jusqu'ici, la dette en question, elle n'a pas vraiment servi à améliorer la situation des populations. Et si on a fait ce mur ici aujourd'hui, il porte un certain nombre de mots. Il porte les paradis fiscaux, la loi Macron, les parachutes dorés, les golden parachutes comme on dit. Mais tout cela aujourd'hui, quel résultat? Ça a des résultats, ça a comme résultat l'augmentation du chômage, le fait que les gens se retrouvent à la rue, se retrouvent SDF.
C'est pas cette société-là qu'on veut, monsieur. Monsieur, c'est moi qui ai mis le carton avec dette privée transformée en dette publique. Voilà, je suis venue dénoncer ça, entre autres. On peut annuler une partie de la dette, celle qui justement a consisté à faire porter à l'État les frais, les conséquences des politiques bancaires qui étaient complètement délirantes. La plus grosse partie de ces dettes, on le sait, c'est la transformation de la dette privée des banques, après les subprimes, en dette publique. Donc déjà, ces banques-là aujourd'hui vont bien, alors que les États et les peuples sont soumis à des politiques d'austérité. Il y a un moyen c'est une décision politique, il y aurait un moyen, c'est de faire une émission monétaire par exemple. Ça, on peut l'annuler. Et moi je milite pour un audit citoyen en France et en Europe. En Europe, je voudrais que dans tous les pays européens, on fasse comme on a fait pour le traité transatlantique, vous voyez, une pétition qui peut réunir des millions de signatures et qui exige qu'on fasse des audits dans tous les pays d'Europe sur cette question de la dette. Que la dette est illégitime, la dette qui est utilisée comme instrument pour oppresser les peuples, à commencer par la Grèce aujourd'hui. Et la Banque Centrale Européenne, dont la Banque de France est un des éléments, puisque vous savez que l'Europe est organisée d'une manière horizontale. Vous avez la BCE à Francfort et vous avez les banques centrales nationales, dont la Banque de France, qui sont les acteurs de ce système européen de banque centrale. Troïka, basta, Troïka, basta, Troïka, basta, Troïka, basta. Mais la question, c'est pas de faire avec les banques, c'est de le faire avec une banque centrale européenne qui prête directement aux États, qui prête à un taux comme elle le prête aux banques. Et donc ça nécessite effectivement l'émission monétaire, mais ça s'est vu dans le passé. Bon, alors effectivement, c'est pas forcément dans les intérêts de toutes les puissances européennes, mais en tout cas, c'est les intérêts des peuples européens, ça c'est sûr. Ça ira, ça ira, ça ira. Et la Troïka, on la prendra. Et si on la prend pas, on lui cassera la gueule. Et si on la prend pas, la gueule, on lui cassera. Ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Et la Troïka, on la prendra. Défendons le mur, ne laissons pas passer ces trublions. Je suis là pour soutenir les Grecs, je suis là pour protester contre toutes les formes de chantage de la BCE qui essaie de renier complètement la réalité démocratique. Donc je suis à la fois là en solidarité et en critique d'une politique technocratique et financière qui écrase et qui étrangle les peuples. Pan, pan, pan ton Macron, t'auras son pognon. Si tu pans pas Macron, t'auras pas sa galette. La dette, c'est fait pour enrichir les riches. C'est pas fait socialement pour défendre les peuples. Pourquoi on a annulé la dette de l'Irak récemment? La dette de l'Irak a été annulée, parce que l'Irak est un pays qui était aussi en difficulté. On a annulé sa dette. Complètement annulé après. Ah c'est vrai, c'est vrai. On a annulé la dette allemande au moment de la Seconde Guerre mondiale et on a profité pour effacer la dette que l'Allemagne a vis-à-vis de la Grèce à la place des Grecs, donc on a décidé à la place des Grecs. Ensuite, on a plusieurs fois dans l'histoire fait des plans d'annulation globaux de la dette, ça s'appelle les accords de Bretton Woods, etc. etc. Et ensuite, c'est pas nous qui payons la dette. La dette, c'est des banquiers qui prêtent à des taux exorbitants et qui augmentent la dette au fur et à mesure. Les discours sur on ne peut pas annuler la dette sont faux. Enfin, évidemment, les banques n'ont pas envie qu'on annule, c'est leur fric, c'est pas le fric des contribuables. La première décision de la BCE au lendemain de la victoire de Syriza a été de bloquer les fonds vers les banques grecques pour s'opposer à l'application d'un programme politique et d'un programme économique qui avait été voté par le peuple grec. Et de toute manière, on ne peut pas dire que les accords doivent être respectés quand ces accords ne peuvent pas, dans la réalité, être respectés. Il est impossible pour un peuple de rembourser une dette qui est à 176% de son PIB. Et si nous ne nous opposons pas, alors les gouvernements, dont le nôtre, qui sont en totale collusion avec cette politique, eh bien la prolongeront et la continueront. Donc c'est un devoir de résistance que nous avons aujourd'hui et c'est pour cela que nous sommes ici. Merci beaucoup. Voilà, tu as raison, nous avons pris la Bastille, prenons la BCE et la Banque de France. On ne peut pas mettre des générations et des générations à la diète, à la pauvreté, juste pour rembourser une dette qui au départ a été privée et qui est devenue publique par des gouvernements corrompus. Battons-nous contre le mur de l'argent, car derrière la BCE,
il y a le mur de l'argent. Puis je pense que les pays européens, ils auraient bien besoin des 1140 milliards qui vont être donnés aux banques, et alors qu'il faudrait les mettre dans l'économie réelle parce qu'on en a besoin, quoi. Il faut que la plus grande partie de cette dette soit annulée pour que le peuple puisse avancer, pour qu'on dégage des moyens pour une autre politique qui serait une politique de développement, une politique de diminution des inégalités sociales qui n'ont fait que croître. Ce n'est pas un problème de dette publique grecque. Il faudra, à un moment donné, avoir le courage de dire que cette dette n'est pas viable. On ne peut pas la rembourser. Il faut la supprimer. Il faut l'annuler dans sa partie la plus grande. Voilà. Et tous ensemble, on va gagner. Alors, faut jeter des balles. Ceux qui ont des balles peuvent les jeter. 3, 2, 1, 0. De défoulement ne peut jamais faire de mal. Ça fait du bien.